fait 15 ans, on a décidé d'aller sur la route, sur les routes pour rencontrer les gens qui ont décidé de faire des choses, hein, des trucs bien. Il faut payer quand tu viens avec un camion à la déchetterie. Et donc, bon, voilà, il a sacrifié du temps et un peu d'argent pour faire quelque chose, mais toujours est-il que quelques années après, c'est plus Cédric Vivien tout seul, mais c'est des centaines de personnes qui nettoient les berges de l'Hérault, de sorte qu'aujourd'hui, dans l'Hérault, quand il y a une crue sur l'Hérault, il n'y a pas de déchets qui part à la mer. Salut l'équipe, bienvenue sur Nexus. Les dirigeants font n'importe quoi, peu importe le pays. En général, on est quasiment tous d'accord. Et donc, on essaie de s'intéresser aux gens qui reprennent les choses en main. En France, par exemple, beaucoup de gens créent des différentes structures et font des choses merveilleuses. Donc, on a créé cette nouvelle chronique qui s'appelle le magazine des bonnes nouvelles, dans lequel on va essayer de vous montrer des gens qui vont vous redonner foi en l'existence, on va dire, pour sans dévoyer les termes. On est aujourd'hui avec Mathias, qui a créé une multitude de collectifs, d'associations. On appelle ça On passe à l'acte pour ceux qui connaissent. Ils ont un site internet onpassealacte.fr. Bonjour Mathias, merci d'être avec nous et parle-nous de ce projet incroyable. Bonjour, merci pour cette occasion de partager l'expérience là avec ce qu'on a vécu chez On passe à l'acte. Écoute, peut-être ce qui m'a le plus étonné, c'est à quel point l'humanité est riche de propositions, de solutions, tandis que c'est pas du tout ce qu'on voit par ailleurs dans les médias. Nous, ça fait 15 ans. Ça fait 15 ans, on a décidé d'aller sur sur les routes pour rencontrer les gens qui ont décidé de faire des choses, hein, des trucs bien. Mais pas que, hein, c'est des trucs bien, c'est aussi qui ont décidé de s'engager pour le bien commun ou qui ont décidé de prouver ou donner des solutions. Et ben, oui, on s'aperçoit que sur le terrain, c'est vraiment autre chose. Donc, on passe à l'acte. J'en suis le fondateur, mais il y a une foule de gens qui ont travaillé sur le projet et aussi des cofondateurs, des gens qui étaient là à la première heure, qui sont encore là. C'est intéressant peut-être de dire comment ça se fait que j'ai décidé de faire ça. C'est que moi, je venais, tu sais, des milieux un peu plutôt écolo, euh, transition, où finalement on critique un peu beaucoup le monde tel qu'il est, et mine de rien, on propose pas tant. Bon, je me suis dit, mais bon, on critique, mais qu'est-ce qu'on fait et qu'est-ce que l'humanité fait de bien? Qu'est-ce qu'elle fait de bien et est-ce qu'elle fait des choses bien? Et on est allé à la rencontre, on a décidé d'aller à la rencontre de ceux qui décident d'agir, ceux qui décident de passer à l'acte de leurs convictions, ou de s'engager pour le bien commun, ou de mettre en pratique une idée qu'ils ont eue. Bon. Et 15 ans après, c'est plus de 1100 vidéos qu'on a produites bénévolement pour créer un média associatif autour de ces questions. C'est une société de production de films. On travaille aussi On passe à l'acte nous a permis de devenir d'être professionnel de On passe à l'acte. Donc il y a une société de production de films. On produit des films. On a produit les plus grands MOOC de France, hein, les MOOC sur la biodiversité, sur la botanique avec Tela Botanica, avec l'Office français de la biodiversité. Bon, Alors un ça, MOOC, sans vous couper, un MOOC, du coup, pour ceux qui connaissent pas bien, c'est des cours en ligne, c'est ça? c'est des cours en ligne. Et donc, les cours en ligne, c'est bien s'il y a de la vidéo. Nous, on a produit les vidéos. Et pas que, on est abouti à une coopérative qui s'appelle On passe à l'acte, écosystème. Donc, on passe à l'acte-coop.fr. Et cette coopérative, elle nous a permis de créer, à partir de toutes ces rencontres qu'on a fait pendant 15 ans, de créer un référentiel d'impact positif. Il en existe plein, mais aucun qui rend compte de l'impact positif comme nous, on a pu le faire, puisqu'en fait, on a connu que des gens qui décident de faire des trucs bien à impact positif. Du coup, on a pu créer un référentiel là-dessus. Ça, c'est unique. On a aussi créé une société de financement, enfin une plateforme participative de financement des projets à impact. On a investi dans un tiers-lieu où on peut faire des formations, des colloques, des séminaires. Voilà. Cette première idée qui était, tiens, je vais aller sur les routes bénévolement voir ce que font les gens de bien, et ben ça m'a ouvert un chemin complètement insoupçonné, impréparable.
Alors justement, alors juste avant que je continue, on rappelle qu'on est en partenaire justement avec les Farandoles, de, Céline qu'on avait reçu pour faire la 1re, émission de cette chronique justement, nous aussi pour qu'on puisse montrer les gens comme ce que tu dis Mathias, les gens qui font, directement et alors justement, les gens se demandent souvent, «Ah mais qu'est-ce qu'on peut faire?» ou alors, «Je peux pas agir, je sais pas quoi faire, je sais pas ce qu'il y a comme association près de chez nous». Qu'est-ce que vous avez pu faire sur le terrain avec, qui a découlé finalement de On passe à l'acte? Est-ce que dans cet écolieu, vous avez pu répondre à beaucoup de problématiques, Donc premier, c'est qu'on a créé une société de production. Ça a fait qu'on a arrêté d'être bénévole, alors que c'était 10 oui. ans de bénévolat quand même. Donc première chose, c'est que nous, on en a bénéficié, c'est qu'on a pu vivre de ce qu'on fait, proche de ce qu'on veut faire. On a produit un film qui s'appelle Artistes de la vie, qui est sorti au cinéma, euh, qui nous a permis d'aller faire des ciné-actions. On s'est déplacé 64 fois en 2019 pour faire des ciné-actions en France. On a fait une coopérative, on a agrégé une vingtaine de partenaires et d'associés dans une coopérative, une SIC, une société coopérative d'intérêt collectif. Si tu veux, c'est ce qu'on produit, ce que produit cette coopérative. Quand elle produit un référentiel d'impact positif et que on s'aperçoit que c'est la première fois que ça existe, ça produit quelque chose pour notre société. Le tiers-lieu, ça permet d'accueillir euh, des séminaires, des colloques, des formations, euh, mais aussi de nous voir entre nous pour pouvoir, parce qu'on a fait, c'est un collectif qui s'est investi dans ce tiers-lieu, bah ça nous permet d'avoir des lieux pour travailler aussi, et même d'avoir du travail. C'est-à-dire, il y a de la souveraineté là derrière. Et la deuxième chose, c'est cette communauté d'entraide, le fait que on organise des refuges comme ça pour les porteurs de projets qui décident d'être engagés, qui sont un peu, ces porteurs de projets, ils sont un peu en avance sur la société. La société les comprend pas. Il n'y a pas de subvention hein, pour ces gens-là, hein, alors qu'il y a énormément de subventions pour le sport, la culture ou je ne sais quoi. Comment on Mmh. peut fabriquer des refuges pour ces gens-là parce que c'est eux qui sont en train de construire la société de demain. Donc voilà, Et je alors dirais que l'impact le plus positif qu'on souhaite avoir, et on n'a pas encore bien réussi à faire ça, c'est de créer des refuges pour les porteurs de projets positifs. et alors, qu'est-ce que tu as vu comment, je pense que c'est encore, flou pour beaucoup de monde, justement, ces porteurs de projets positifs. Tu as parlé de souveraineté, c'est des concepts extrêmement intéressants. Qu'est-ce qui qu'est-ce qui t'a le plus plu comme action, que tu as vu mettre en place? Ouais. Moi, enfin, j'en ai plein, mais j'ai vraiment, j'adore partager deux initiatives sur la coopération qui me semblent fondamentales pour le troisième millénaire. Et j'ai envie de commencer par Richard Stallman. Donc ce gars-là, on l'a interviewé parce que il est le gars qui a permis la création de Linux. OK. J'ai vraiment envie de vous parler de ça, et puis ensuite je vais vous parler de Biolay. Biolay, une coopérative de producteurs laitiers bio. Donc Richard Stallman, on l'a interviewé parce que grâce à lui, il y a le moteur Linux, le noyau Linux qui a été créé. Euh, Qu'est-ce qui se passe avec Richard Stallman? Il travaille au MIT dans les années 80, enfin quand arrivent les premiers systèmes d'exploitation, ou 70, bon. Et il constate que arrive le système d'exploitation Windows et que c'est un système totalement vérolé avec énormément de portes dérobées destinées à piéger les utilisateurs. Enfin, vous vous rendez compte de ce qui s'est passé dans ces années-là? C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont vu un système d'exploitation hyper piégeur pour l'humanité qui était en train d'être mis en place. C'était Windows. Et donc, les spécialistes, les seuls qui étaient capables de lire ça, c'était des ingénieurs système, comme Richard Stallman. Il voit Windows qui arrive, qui a prévu de piéger l'humanité, et il se dit, mais c'est pas possible. Alors, vous pourrez regarder l'interview sur onpassalacte.fr. Il raconte, il dit, ça m'a fait mal à ma valeur liberté qu'on piège l'humanité comme ça. Et donc, ça lui a fait tellement mal qu'il s'est dit, qu'est-ce que je peux faire? Et il s'est creusé la tête et il a trouvé la solution. Et ça, c'est absolument dingue. Un être humain, tout seul, parce qu'il souffre dans ses valeurs, a trouvé une solution pour l'humanité. Alors Richard Stallman, comment il a fait? Il s'est dit, moi, je ne peux pas monter une entreprise concurrente de Windows. D'abord, c'est pas mon trip. Et puis, moi, je suis plutôt un chercheur sur les systèmes d'exploitation. Bon. Et il s'est dit, mais comment je pourrais permettre que ça se fasse? Une création d'un système d'exploitation qui soit safe pour l'humanité. Il a trouvé ça dans le juridique. Il a créé les licences GNU GPL qui sont les débuts de l'open source.
L'open source, c'est le démarrage du bien commun dans le juridique. C'est-à-dire ça appartient à tous. Ah oui, ok, Ça ouais. Et alors, qu'est-ce que ça permettait à Richard Stallman? Ça permettait d'inviter les développeurs du monde entier qui avaient envie de contribuer à unir leurs forces. Ils ont été 2000 développeurs à créer le noyau Linux inviolable, sans porte dérobée. Donc, en fait, en une seule... Alors, résultat, tu as l'open source qui est créé, tu as, deuxièmement, 2000 développeurs qui coopèrent dans le monde entier pour la première fois de l'histoire de l'humanité. Troisièmement, il crée un système d'exploitation inviolable qui ne piégera pas l'humanité et qui empêche Windows, du coup, d'aller jusqu'au bout de son programme de spoliation. Le grand public ne le sait pas, mais le grand public devrait le savoir à fond. C'est comme Julian Assange, c'est comme Snowden, c'est des héros, les mecs. Il a permis donc cette initiative et de sauver l'humanité d'un esclavage par l'informatique. Et C'est vrai que c'est là-dedans, intéressant parce que Linux, ça faisait peur en plus pour beaucoup. Moi, je me souviens, il y a une vingtaine d'années, on se disait, bah, Windows, c'est la facilité, mais Linux, faut tout installer soi-même. Et c'est vrai que finalement, c'est aussi ne pas être souverain que d'aller vers un logiciel qui va peut-être t'enfermer d'une certaine manière. oui, après, il y a plus d'impact qu'on croit, hein, parce que derrière, c'est toute la communauté de services et d'utilisateurs Ubuntu, mais c'est aussi, comme c'est de l'open source, ben, en fait, le noyau est récupérable. Comme il est récupérable, ben, Apple, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris ce noyau-là pour faire leur système d'exploitation. Et donc, ça a un impact énorme, ce qu'il a fait. C'est énorme. D'ailleurs, c'est Euh, intéressant parce que Ubuntu, tu sais d'où ça vient, Ubuntu? non. J'avais oublié qu'il y avait Ubuntu pour Linux, mais Ubuntu, c'est une très belle philosophie d'Afrique du Sud, si je me trompe pas, et qui veut dire que tout seul, je ne suis rien, mais ensemble avec l'intelligence collective, qu'en gros, ensemble, nous sommes tout et nous pouvons tout faire. C'est ça. C'est ça. Ben, comme tu vois, comme là, j'entendais Idriss Aberkan parler de IA il n'y a pas longtemps, qui disait, mais on s'inquiète que des milliardaires puissent gérer l'IA. Mais en réalité, les plus puissants sur l'IA, c'est nous avec le peer-to-peer. Il suffirait que nous, les milliards d'utilisateurs, on mette on invente un système qui mette tous nos ordinateurs en peer-to-peer, et ben on aurait le plus gros moteur IA. Il suffit de le décider. Intéressant. Je voulais parler de Richard Stallman comme en premier parce que un seul individu qui prend une décision éthique dans sa vie peut avoir un impact énormissime sur le monde. Richard Stallman, c'est l'illustration. Et là-dedans, il y a l'histoire de la coopération. Quand, grâce à lui, pour la première fois de l'histoire de l'humanité, tu as 2000 gars sur la planète qui coopèrent. Du coup, t'imagines qu'ils font les méthodes agiles, tout ça, qui regardent comment travailler ensemble. Enfin, c'est énorme les impacts en cascade qu'il y a suite à cette décision de Richard Stallman. Tout à fait. Donc ça, Alors du coup là on premier a eu un exemple. exemple. Là on a eu un premier exemple. Donc l'informatique, bah, c'est pour ça peut être une manière d'agir très intéressante. Est-ce que tu as un deuxième exemple justement peut-être plus accessible pour les gens? Biolay, je les adore. C'est marrant parce on est tombé sur eux tardivement alors que c'est génial ce qu'ils font. Donc comme quoi, hein, l'information positive, faut aller la débusquer. Biolay, historiquement, c'est des agriculteurs. Il y a peut-être, je dirais pareil, dans les mêmes années, hein, peut-être 80, 90, qui produisaient du lait bio, mais il n'y avait pas de collectage du lait bio. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de camion qui venait chercher ton lait bio chez toi quand tu produis du lait bio. Et donc, leur lait bio, ils avaient beau le produire du lait bio, bah, ils partaient avec le collectage traditionnel, acheté à bas coût, dans toute l'industrie du lait, à bas coût, où en fait, ceux qui en... La vache à lait, si on peut dire, c'est le producteur. Et du coup, ils se sont dit, comment on va faire? En fait, ils étaient coincés. Comme nous, on était coincés d'ailleurs avec les indicateurs. On n'avait aucun indicateur, nous, chez On Passe à l'Acte, qui permettait de valoriser les pionniers. Donc, on a été obligé de le faire. Quand j'ai dit les pionniers, excuse-moi, ça peut être perdant. Les pionniers, on les appelle des pionniers, tous ces gens, tous ces acteurs qui proposent des solutions et qui... Ok. hein. Donc, on n'avait pas de référentiel, donc on a été obligé de le faire nous-mêmes. Et bien là, Biolay, c'est pareil. Ils n'avaient pas de collectage du lait bio, donc ils étaient obligés de le faire eux-mêmes. Qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire? Ils étaient 6. Et ils ont acheté ensemble un petit camion pour collecter à eux 6 le lait bio et l'emmener cette fois dans l'usine de lait bio qui va leur acheter. Et
Et du coup, si tu veux, c'est aussi quand les citoyens cherchent des solutions, c'est aussi que ils, ils font ce qu'ils trouvent pas, quoi. Hein. Bon, bah là, c'est un exemple. Ce qui est intéressant avec Biolay, c'est que, mine de rien, quand ils ont eu leur camion qui collectait le lait, ils ont pu le vendre plus cher. Ils sont sortis des lois de marché qui faisaient que ils étaient un peu esclaves et ils ont commencé à maîtriser leur filière. Et ça, c'est essentiel, c'est hyper important. Ça fait vachement peur aux citoyens, mais dans les solutions, il y en a plein qui s'appellent des solutions où les citoyens se réapproprient leur filière de production. Ça, c'est énorme. Tu vois, toutes ces initiatives où on rachète les entreprises qui sont soi-disant coulées juste parce qu'elles font pas assez de profit, ou quand on crée une filière tout entière. Bon, tout ça, c'est des initiatives que nous, on a fini par comprendre, par repérer comme des choses éminemment positives pour le monde. Et c'est lié avec un troisième axe de l'impact positif qui est la souveraineté. On est souverain dans notre existence. On n'est pas dépendant intégralement de l'extérieur. C'est nous qui sommes producteurs et on gère même la suite, même la diffusion, même le collectage, même la vente. Donc Biolay, il se retrouve d'un seul coup plus souverain. Et du coup, ça fait du bruit. Enfin, je veux dire, ça finit par se savoir. Et aujourd'hui, des dizaines d'années plus tard, tu as 1400 fermes qui sont en collectif, qui collectent par elles-mêmes leur lait bio. 1400 fermes et 1400 producteurs de lait qui sont beaucoup mieux payés que les autres producteurs de lait, qui ne subissent aucun à-coup du marché Énorme. sur l'achat du lait, qui sont souverains et et surtout ils deviennent des experts, des pionniers de la coopération parce que comme ils sont 1400 et qu'ils sont tous au même niveau, et ben quand ils font une AG, comment ils font pour décider des choses de leur coopérative? Et ben j'ai appris un truc en les interviewant, j'ai appris que ils avaient inventé des machines, des petites machines électroniques où ils votent à 1400 instantanément pour prendre des décisions. Donc ils font en plus de la Mais non. démocratie directe. Violet, c'est passionnant ce que tu racontes parce qu'aujourd'hui, c'est le moment où on nous parle du Mercosur, où les agriculteurs sont lésés, où tous les agriculteurs, hors les syndicats qui sont aux mains de l'État, tous les agriculteurs vraiment indépendants disent que le gros problème, c'est qu'ils n'ont même pas la main sur leurs factures. C'est-à-dire que l'agriculteur aujourd'hui, on lui a dit, tu ne sais pas gérer tes affaires, on va le faire pour toi. Et du coup, il ne peut pas dire à quel prix il vend son lait, par exemple. Là, tu nous dis que Biolay a réussi à dépasser ça et finalement a réussi Ouais. à mettre son propre prix. Comment est-ce qu'ils ont fait? Raconte-nous creuse un petit peu ça. Je ne sais pas les détails de comment ils ont fixé leur prix. Ce que je sais, c'est qu'ils sont mieux payés, ils vendent mieux, plus cher, et qu'ils sont complètement libres du marché. Effectivement, le marché, c'est pas le marché qui décide combien ils font leur prix. Donc, Bah, dans ce cas-là, ce serait passionnant de les avoir chez nous. Alors, on ouais, essaiera, si tu ouais, veux organiser un entretien, on pourrait se faire un entretien tous les trois avec des représentants de Biolay ouais, ou des agriculteurs de ouais, Biolay. Et ça pourrait quand être tu veux. cool de creuser ça avec eux. Ouais. Alors, du coup, tu avais un troisième exemple de Cédric Viviani, tu disais? Vivien, Cédric Vivien, Vivien. c'est parce que, tu vois, je disais, Biolay, c'est une bonne illustration de allez, on passe à l'acte. Et ça lui plaisait pas, tu vois, d'avoir une fille et qu'elle garde à l'idée qu'il soit un râleur. Et donc, Cédric Vivien, il se dit, mais qu'est-ce que je peux faire? Et il a trouvé. En fait, il s'est dit, bah tiens, moi j'habite l'Hérault, c'est quelqu'un dans notre département. On l'a interviewé dans notre département, dans le département de l'Hérault. Et il s'est dit, eh ben tiens, si je prenais mon kayak et que je remontais les berges de l'Hérault, du fleuve Hérault, et que j'enlevais les détritus qu'il y a sur le long des berges, quand il y aurait une crue, eh ben, ça partirait plus à la mer et ça polluerait moins. Pour ça, il lui fallait un kayak, il lui fallait du temps libre, bénévole, il lui fallait aussi un petit camion. Alors, il a acheté un petit camion pour mettre les détritus dessus. Il lui fallait payer les détritus à mettre à la déchetterie, tu vois, parce qu'il faut payer quand tu viens avec un camion à la déchetterie. Et donc, bon, voilà, il a sacrifié du temps et un peu d'argent pour faire quelque chose, mais toujours est-il que quelques années après, c'est plus Cédric Vivien tout seul, mais c'est des centaines de personnes qui nettoient les berges de l'Hérault, de sorte qu'aujourd'hui, dans l'Hérault, quand il y a une crue sur l'Hérault, il n'y a pas de déchets qui part à la mer. Si je parle de Cédric Vivien, qui est aussi Ouais. un exemple que je trouve parlant, ça dit deux choses. Ça dit, il suffit d'un seul... non, ça dit, imaginons qu'il y ait des milliers de Cédric Vivien. S'il y avait des milliers de Cédric Vivien, eh bien, mine de rien, nos problèmes dont on se plaint ou des problèmes
qu'on trouve dommage, eh ben, mine de rien, je pense il serait réglé. Oui, c'est passionnant cet exemple de Cédric Vivien, parce qu'en plus, pour quelqu'un comme toi qui avait une tendance, enfin avait un attrait pour la protection de l'environnement à la base, bah là, ça prend tout son sens. C'est quelqu'un qui a créé du coup une action de protection de l'environnement. Tu vois, il y a beaucoup de gens qui disent c'est les collectifs, l'individu, c'est l'individualisme. Donc en fait, l'individu, c'est pas important, c'est plutôt les collectifs. Et nous, on a un contre-pied avec ça. On dit l'individu, c'est important parce que on sent. D'abord, on a interrogé quand quelqu'un décide de faire quelque chose, il est tout seul pour décider. Tu décides pas à beaucoup, tu vois. Quand Cédric Vivien décide de nettoyer les berges de l'Hérault, il peut pas être en collectif. Il est obligé d'être tout seul pour prendre la décision. Et après, il y a un collectif. Mais bon, l'hypothèse qu'on C'est propose, intéressant. c'est que les décisions individuelles sont très importantes pour le monde. Les individus sont très importants pour le monde euh, parce que, à contrario des organisations et des collectifs, ils ont quelque chose de plus. Ils ont la sensibilité au vivant. Ils ont leur histoire et une sensibilité au vivant qui s'est forgée en fonction de leur histoire, qui fait que chaque individu est susceptible de prendre une décision éthique différente de son voisin. Et donc, ça, tu vois, si tu veux, ça remet on propose de remettre l'église au cœur du village, c'est-à-dire l'individu, les décisions des leaders, tout ça, c'est très important. À contrario d'une idéologie qui serait ultra collectiviste et qui dirait faut tout faire ensemble. Nous, on a un peu un contre-pied et on propose cette hypothèse de la sensibilité au vivant pour dire non, non. En fait, c'est très important qu'on soit les leaders de nos vies, qu'on reste des leaders, qu'on propose notre leadership. C'est comme ça que ça fait bouger les choses. Si on attend d'être en collectif pour prendre des décisions, on risque en fait d'être immobile. C'est passionnant, effectivement, c'est très intéressant de faire un point, là-dessus, parce que savoir comment s'organiser, ça va pas toujours de soi. Juste avant de finir de cet entretien, je voulais quand même parler de la coopérative que vous avez à On passe à l'acte. Est-ce que tu veux en dire un petit mot? Comment est-ce que ça se fait? Comment est-ce que ça se met en place? Oui, parce que donc, tu vois, quand en menant ce projet-là, tu es obligé de monter des équipes et tout. Et monter des équipes aujourd'hui, ben, mine de rien, les bénévoles, c'est vachement. euh, Comment, il y a un turnover terrible sur le bénévolat, parce que chacun fait sa vie, tout ça. Et puis embaucher des gens, ben, c'est dans un monde où il y a un peu, moi j'appelle ça un esclavage par l'argent, ben, c'est dur d'embaucher. Mine de rien, aujourd'hui, si tu regardes le marché, il y a que les multinationales qui sont capables de payer des salaires honorables aux gens. Et donc, des petits projets comme nous, comment on fait? Et c'est un vrai problème, hein. C'est comment tu réunis des équipes alors que tu n'as pas les moyens et que les moyens, ils sont que sur les multinationales. Si, ça doit être quelque chose comme accélérons les évolutions de notre société car chacun peut contribuer à sa hauteur. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Moi, à l'époque, j'étais inscrit dans une coopérative où on récupérait, c'était une sorte de mini supermarché où on récupérait ce qu'on pouvait et puis on le redonnait aux adhérents. Là, c'est pas du tout le. Qu'est-ce que vend? Est-ce que la coopérative vend quelque chose? Est-ce qu'elle redistribue? Voilà, qu'est-ce qui est. On est une coopérative qui a des modèles économiques plutôt faibles pour l'instant, mais on aimerait bien en trouver un chouette qui puisse nous donner les moyens d'embaucher, de recruter et tout ça. Mais pour l'instant, on est plutôt un collectif informel. Les projets, c'est ceux que je t'ai dit tout à l'heure, hein, ça nous a permis, on s'est mis à plusieurs, notamment de cette coopérative, pour investir dans un tiers-lieu, le domaine Ouais. du Revel, près du cirque de Navacelle, là où on fait plein d'événements. Ça nous a permis de créer ce référentiel parce que on agrège les compétences et les savoir-faire de plein de gens grâce à cette coopérative. C'est un collectif informel quelque part. Moi, je trouve que ce qu'il y a de vachement bien dans cette forme-là, c'est que comme c'est des associés qui ont acheté des parts de cette coopérative, eh ben, ils sont là, tu vois. Alors que dans les associations, tu adhères, puis tu n'es pas forcément là. Tu adhères, mais en fait, t'es pas obligé d'être présent ou vraiment de te donner, mais tu fais un don, quoi. Voilà. Là, c'est pas Et un je don, comprends. c'est allez, c'est un peu les chevaliers de la table ronde. Allez, on se serre les coudes et on fait des trucs ensemble. En fait, c'est hyper intéressant parce qu'au lieu de dire bah, on va attendre les subventions et les grandes subventions de l'État, c'est venez subventionner, subventionner nous directement. On fait ça ensemble, chacun met de sa poche et plus on sera nombreux, plus on pourra mettre de notre poche, et plus on mettra de notre poche, plus on pourra faire des choses intéressantes pour les voisins. Clairement, c'est très intéressant de voir aussi l'association à ce niveau-là. Je comprends bien. Ouais.
Super. C'est tout à fait vrai ce que tu as dit sur. On va conclure cet entretien. C'était très vrai ce que tu as dit sur les médias. Et des fois, et moi, ça me fait un peu de la peine parce que des fois, là, on vit une ère à la fois qui est géniale avec tous ces médias libres qui arrivent depuis 5 ans sur YouTube. Tout le monde aujourd'hui allume une caméra et puis fait un média. Ça, c'est génial. Et il y en a trop qui tombent comme les médias traditionnels, à faire des fois de l'information trop négative. Et c'est dommage parce qu'on se reformate à reparler. On retombe des fois dans du trop d'informations négatives. Et les gens se disent, mais il n'y a rien à montrer, on peut pas montrer de bonnes nouvelles. Nan. Si vous n'avez pas de bonnes nouvelles à montrer, montrez des gens fabuleux qui font sur le terrain comme ce que vous faites à On passe à l'acte, parce que c'est ça qui nous redonne la pêche. C'est quand on voit quelqu'un qui fait son 35 heures, son 39 heures, ou j'en sais pas combien en France, et puis qui ensuite va aller dans une coopérative ou que sais-je et va dire bon bah moi j'ai un petit talent de caméraman, de technicien, et puis boum, il va aller allumer une caméra, filmer une conférence ou je sais pas quoi. Voilà, c'est ça qui peut donner du baume au cœur aux gens. Donc c'était très vrai d'en parler, Mathias. Oui, je voulais dire que c'est bien qu'on se voit, qu'on en parle là en janvier 2025 parce que on va faire notre deuxième Tour de France. Le premier Tour de France des initiatives positives qu'on a fait, c'était en 2013. Et là, 12 ans après, on va faire notre deuxième Tour de France. On va lancer cet appel pendant 2 mois sur les routes de France. On va filmer plein d'initiatives positives, mais on va aussi lancer cet appel à la création commune, ensemble, tous ensemble, d'une communauté d'entraide de tous ces porteurs de projets qui nous montrent une société désirable, qui donne envie, qui donne espoir. On va en parler ensemble de ce deuxième Tour de France et je suis bien content. C'est génial. Merci Mathias Layani. On rappelle que tout le monde peut aller sur onpassalacte.fr directement et voilà, il y a toutes les informations sur votre site internet et vous avez une page Facebook aussi avec On passe à l'acte pour ceux que ça intéresse. Merci à vous d'avoir été avec nous. N'hésitez pas à partager la vidéo, ça nous aide énormément pour diffuser ces messages et effectivement pour tout 2025 et pour tout le temps, on espère bien pouvoir montrer tout ce réservoir en France, en Belgique, au Canada, en Suisse, en Afrique, partout dans la francophonie, de montrer toutes ces personnes qui font des choses pour leurs voisins. Parce que quand il n'y a pas de bonnes nouvelles, il y a toujours des gens qui font de bonnes actions.